Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'un Soral qui a pris la parole, qui va essayer de nous prédire de l'année 2026 et qui va nous parler de Trump, de son action, du Venezuela et de tout ce qui peut nous arriver en 2026. Et son avis est extrêmement intéressant. En tout cas, il amène du débat et c'est ça le plus important. Mais juste avant, comme d'habitude, on ne perd pas les bonnes vieilles habitudes. Le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. Et je vous en remercie encore une fois pour tous les commentaires que j'ai eu pendant ma semaine de retraite spirituelle. Et je renouvelle bien sûr ma demande de charité. J'ai besoin plus que jamais de vous. Vous le savez, je suis totalement censuré aujourd'hui sur toutes les chaînes. Donc pour ceux et celles qui veulent m'aider, eh bien ça se passe sur Tipeee. Vous avez tous les liens en description ou alors sur Patreon ou sur YouTube directement. Et je vous en remercie d'avance. Allez, et je remercie la chaîne YouTube de Piero San Giorgio qui a mis l'extrait en ligne sur sa chaîne YouTube. Donc je le remercie d'avance d'avoir fait ce travail. Allez, on regarde l'extrait et on en parle juste après. Le problème, c'est j'ai écrit un texte récemment qui s'appelle « Comprendre le zigzagant Donald Trump ». Il est compliqué à comprendre parce qu'il est très zigzagant. Si je parle, parce que c'est lui le fou, tu sais, dans l'histoire. Parce que c'est facile de comprendre la stratégie russe, la stratégie chinoise. Elle est assez facile à comprendre. Les Chinois, ils ont la puissance économique. Ils sont en train de se hisser à puissance militaire. Leur stratégie n'est jamais l'affrontement direct, hein, c'est une vieille tradition chinoise, donc il ne faut pas penser qu'ils interviendront en quoi que ce soit au Venezuela ou ailleurs. Par contre, on verra s'ils continuent leurs investissements au Venezuela, même si le Venezuela passe sous le contrôle américain, ce qui n'est pas du tout impossible, parce que moi je pense qu'il y a à la fois des luttes et des deals. Et si on veut avoir une vision globale, bon, si je repars sur Trump, on va dire que Trump, il est obligé de gérer l'Amérique d'hier et d'opérer la transition sur l'Amérique de demain. L'Amérique d'hier, c'était on va dire l'empire unipolaire né de l'effondrement de l'URSS et d'une Chine qui n'était pour l'instant que, on va dire, l'usine des États-Unis. C'est d'ailleurs là où les Chinois ont été très stratèges avec leur État stratège. Ils ont sacrifié une génération d'esclaves. Ils ont profité de transferts de technologie, de transferts de production. Et finalement, ça au détriment de l'Amérique. Et en fait, Trump est obligé d'assumer deux choses. C'est qu'aujourd'hui, l'Amérique, qui était un empire mondial, n'a plus les moyens. C'est-à-dire et un empire mondial, ça veut dire qu'ils avaient les moyens d'imposer le dollar comme monnaie d'échange internationale par la menace militaire. Or, aujourd'hui, la menace militaire, elle peut peut-être s'exercer sur le Venezuela, mais elle ne peut pas s'exercer ni sur la Russie, ni sur la Chine, ni même sur l'Inde. Et donc ça, Trump, l'air de rien, est quand même un réaliste. Et il sait que s'il n'y a plus la possibilité d'exercer la menace militaire, c'est la fin en réalité du dollar au sens fausse monnaie papier imposée au monde entier, qui est une forme de racket, par la menace militaire. Et donc Trump, il doit en même temps penser à sauver ce qui peut être sauvé, c'est ce qu'on appelle l'atterrissage en douceur, qui n'est pas très en douceur, et c'est-à-dire qu'il est obligé de passer d'un empire monde à un empire continent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation des États-Unis est la même que celle de l'Angleterre en 1945, c'est la fin d'un empire maritime mondial et qui doit quand même garder une place prépondérante dans le monde. Et là, l'Amérique est exactement dans ce problème-là. Et on est en fait dans un dialogue aujourd'hui compliqué à comprendre, mais qui se comprend assez bien d'un point de vue des critères objectifs. C'est ce qu'on appelle la redéfinition des zones d'influence. Et on passe d'un empire unipolaire américain à un partage du monde par zone d'influence. Et en fait, il y a la zone américaine, la zone chinoise, la zone russe. Et comme tu peux le remarquer, ça fait tout de suite trois conflits évidents. La zone américaine, c'est la doctrine Monroe, c'est que l'Amérique renonce à être le gendarme du monde, mais par contre ne peut pas se permettre de lâcher l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, qui est ses réserves de matières premières et ses clients forcés de produits finis. Et ça, c'est le message de Trump qui est assez cohérent de ce point de vue-là, c'est, en gros, je ne peux plus empêcher la Chine de récupérer Taïwan et de devenir les maîtres de la mer de Chine. Je ne peux plus le faire. Je ne peux pas empêcher la Russie de refaire son empire relativement, c'est-à-dire de prendre le contrôle de l'Ukraine, d'Odessa et de la mer Noire, à partager avec la Turquie. Mais moi, je veux le contrôle du Mexique, le contrôle du Canada, c'est-à-dire frontière nord, frontière sud, le Groenland, parce que c'est la route du Nord à cause du relatif réchauffement climatique. Et il n'est pas question que personne ne m'échappe en Amérique du Sud, ce qui comporte aussi d'ailleurs le canal de Panama, parce que les Chinois étaient en train de s'infiltrer à Panama, en Amérique du Sud. Et là, le message à Trump, c'est attention, on n'est plus un empire monde, mais on reste un empire continent. Et alors, est-ce que c'est une menace brutale directe ou est-ce que c'est une négociation? C'est-à-dire, en gros,
je lâche Taïwan, vous me laissez le Venezuela, vous me laissez le Mexique, vous me laissez l'Argentine. Bon, l'Argentine, c'est facile à faire puisque le chef d'État est... il y a toujours deux critères, hein, c'est pro-américain, pro-israélien, t'as remarqué, hein, il faut les deux. Et là, à la fois c'est assez brutal, mais si en fait c'est uniquement la logique américaine de passer de l'Amérique d'hier à l'Amérique de demain, ce qu'on appelle l'atterrissage en douceur, avec quand même un spectacle que fait bien Trump pour plaire à son électorat de droite, c'est-à-dire en fait il joue le viril pour cacher qu'en réalité, c'est ce que dit assez bien Todd, l'Amérique est obligée de revoir ses ambitions à la baisse parce qu'ils n'ont plus les moyens. Ils sont passés de 50% de la production mondiale en 1945 à moins de 20% aujourd'hui. Et le problème, c'est que la puissance, c'est la richesse, et la richesse, c'est quand même la production. Hein, et l'illusion sur laquelle vivait l'Amérique depuis les années Reagan-Bush, c'était la finance. Mais la finance n'est pas de la richesse. C'est de la fausse richesse. Et à un moment donné, d'ailleurs, cette illusion financière les a foutus complètement dans la merde, puisque ça a pété en 2008, et ils sont jamais sortis de 2008. Donc, la question, en fait, elle est simple. C'est, est-ce que, en même temps que Trump joue les gros bras face au Venezuela, il va continuer à lâcher l'Ukraine, puisqu'en fait, il a déjà lâché l'Ukraine en disant, si les Européens veulent s'en occuper, qu'ils s'en occupent, mais en plus en achetant de l'armement américain. Parce qu'il faut toujours penser, avec l'Amérique, aux lobbies, et les lobbies militaro-industriels, agroalimentaires, pharmaco-chimiques, et puis le lobby du soft power, hein, qui est aussi très important aussi. Et là, on va voir donc comment il se comporte par rapport à la Chine sur Taïwan, et surtout par rapport à l'Ukraine sur la Russie. On a déjà des signaux sur l'Ukraine, puisqu'il est en train de lâcher. Et donc le message qu'il fait passer à Poutine, c'est en gros, tu m'emmerdes pas sur le Venezuela, je t'emmerde pas sur l'Ukraine. Et là, ça veut dire que c'est assez, entre guillemets, rassurant. Ça veut dire qu'on est dans une démarche cohérente de géopolitique qui tient compte des nouvelles données, avec ce nouveau partage du monde, avec ces nouvelles zones d'influence. Hein, empire américain, empire russe, empire chinois, et puis ce que je laisse de côté pour l'instant, c'est l'Inde, hein, parce qu'on ne sait pas trop... je ne sais pas si l'Inde va devenir une superpuissance ou si ses contradictions internes vont lui péter à la gueule et la freiner. On ne sait pas. Moi, je ne suis pas magicien, j'en sais rien. Alors après, ça, c'est le côté rassurant. Le côté beaucoup moins rassurant, c'est le paramètre Israël. C'est-à-dire qu'on voit que Trump, aujourd'hui, est visiblement énormément dans la main de Netanyahou, et Israël, lui, est dans une autre logique. Ils sont dans une logique de fuite en avant, avec une dimension eschatologique, ce qui est très dangereux, puisque c'est l'idée d'une destinée manifeste, où tu penses que Dieu est avec toi, tu cesses de calculer, tu cesses de compter. C'est ce qui a mis Hitler dans la merde, et c'est ce que Poutine ne fait pas aujourd'hui. Il faut jamais, comme disait Staline, tu sais combien de divisions, il ne faut jamais cesser de calculer. Hein. Et là, avec Israël, on peut être très inquiet, parce que eux, ils savent que le temps joue contre eux. Ils savent notamment que si tu regardes la ligne politique de Vance, qui a vocation avec son équipe à succéder à Trump. Je rappelle qu'il y en a un qui a 40, l'autre 80, tu vois, l'Amérique a vocation à terme à lâcher Israël, c'est-à-dire cette mise au service exclusif de l'Amérique envers Israël, contrairement à ses intérêts, c'est ça l'idée. À terme, Vance le dit déjà, hein, il dit on ne pourra pas continuer comme ça très longtemps. Donc Israël est obligé de se servir au maximum aujourd'hui de la puissance militaire américaine pour essayer d'avancer vers le grand Israël, parce que l'Israël n'est viable que s'il s'agrandit, et ils savent qu'ils pourront peut-être plus compter sur l'Amérique demain. Donc ils se dépêchent de marquer le maximum de points, et là malheureusement on voit que Trump joue ce jeu-là, puisque un des paramètres, comme tu me l'as dit tout à l'heure, on en est d'accord, sur le Venezuela, c'est que le Venezuela est non seulement une réserve de pétrole, mais en plus c'est un pays très hostile à Israël, et puis un pays où les Chinois et les Russes commençaient à entrer très sérieusement. Et donc, ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup, effectivement. Donc c'est pour ça que c'est pas incohérent. Moi, je veux bien faire le gauchiste et je veux bien être nostalgique de Chavez, mais de toute façon, le Venezuela, je connais un peu. C'est un pays qui marche vers la ruine, hein, puisque c'est un pays qui, contrairement, si on pense à l'Allemagne de République de Weimar, n'a pas le corps d'ingénieur pour pouvoir relancer soi-même son économie. Donc soit ils s'appuient, comme toujours, ils l'ont fait sur les Américains, parce que les Américains ont toujours empêché le développement des pays du Sud pour pouvoir capter leurs matières premières à leur prix et leur vendre les produits finis à leur prix. Je pense que l'analyse qu'on vient d'entendre d'Alain Soral est celle
qui est pour moi la plus proche de la vérité. D'ailleurs, c'est la même analyse que je vous avais fait suite à ce qui s'est passé au Venezuela. J'en profite encore une fois pour remercier la chaîne YouTube de Piero San Giorgio. Vous pouvez retrouver l'entretien d'Alain Soral sur sa chaîne, ainsi que plein d'autres entretiens, donc n'hésitez pas, si cela vous plaît, d'aller soutenir l'ami et le collègue Piero San Giorgio, et il fait un travail formidable sur YouTube. Bien sûr que Trump ne pouvait pas laisser les Chinois et les Russes mettre à pied dans les Amériques. Et je sais que ce qui s'est passé a surpris beaucoup de monde. Parce que quasiment tout le monde, en tout cas tous ceux que vous écoutez sur Internet, vous avez dit Trump va mettre fin à l'impérialisme américain. Trump n'est pas comme les autres. Le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'ils se sont trompés. Bon, il y avait quand même certaines personnes, et j'en faisais partie bien sûr, mais moi je ne suis pas connu comme les autres, qui vous disaient attention avec Trump, c'est un Américain, avec tout ce que cela peut bien sûr comporter, en mauvais comme en bon, enfin en l'occurrence beaucoup plus de mauvais, et que Trump il a besoin de relancer son industrie, donc il avait besoin d'une énergie pas chère, ce que va lui fournir le Venezuela. Après, est-ce que Trump va répéter les mêmes erreurs, parce que les Américains répètent les mêmes erreurs dans tous les pays où ils sont venus foutre la merde. Là, pour le coup, je pense que Trump va opérer de manière différente. Je pense que Trump va quand même faire ruisseler, il va améliorer la vie, en tout cas je l'espère pour eux, des Vénézuéliens avec l'argent du pétrole. Après, de toute façon, il faut aussi être honnête. Du moment où les Américains vont enlever leur blocus, la vie des gens au Venezuela va s'améliorer de facto. Je rejoins aussi un autre point de l'excellente analyse d'Alain Soral, c'est qu'on est en train de constater le partage du monde entre les trois empires. Je suis également d'accord avec lui. L'Inde a tout d'une puissance, entre guillemets, c'est-à-dire la taille, la population, mais l'Inde connaît des problèmes internes, de gros problèmes et beaucoup trop de facteurs dans son marché interne qui l'empêchera sûrement un jour de devenir, en tout cas pour l'instant, une grande puissance égale à la Chine, égale à la Russie et aux États-Unis. Et vous allez me dire, et nous dans tout ça? Non mais nous, on ne fait plus partie du monde. Pour une raison toute simple, nous sommes sortis de l'histoire. Pour le moment, rien n'est encore acté, mais à l'heure où on parle, nous sommes sortis de l'histoire. Alors bien sûr, c'est une volonté politique, de nos politiques depuis 60 ans, de gauche comme de droite, peu importe qui, mais nous avons aussi, je parle nous les Français, d'un point de vue collectif, bien sûr, je ne vise personne, mais je le précise, nous avons aussi une responsabilité. Je pense que les Français, en tout cas différentes générations, ont aussi une part de responsabilité parce qu'ils ont voulu sortir de l'histoire en abandonnant, bien sûr, leur identité et en laissant faire et en votant, parce que n'oubliez jamais, même si nos politiques sont des pourris, il y a quand même des gens qui les ont élus depuis 60. Donc il y a quand même des Français qui ont voté pour tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Et ça, faut aussi être honnête et le dire. Ce qui ne veut pas dire que tous les Français sont des traîtres, que tous les Français sont des enfoirés. Bien sûr que non, mais je tiens quand même à préciser mes propos avant de recevoir, bien sûr, des commentaires injurieux. Le problème, c'est comme on est sorti de l'histoire, que nous n'avons plus les moyens de nous défendre. On va en prendre plein la tronche. Je pense qu'on va se faire littéralement massacrer. Alors, il y a quand même un petit point positif qu'on pourrait relever récemment, c'est la prise de parole de Poutine. Poutine a dit, on est prêt, on va retravailler avec les pays européens qui seront prêts à redéloguer tranquillement. Donc Poutine, il a quand même, avec tout ce que les pays, avec en tout cas tout ce que les dirigeants des pays européens lui ont mis dans la gueule, il a quand même dit, on va discuter, on veut travailler avec eux. Ça, c'est un point positif. Le point négatif, c'est que Trump, vous l'avez vu, vient d'augmenter les frais de douane pour les pays comme la France, notamment parce que nous avons envoyé des hommes à nous, 15 seulement, au Groenland et qu'on refuse que les Américains récupèrent cette terre. Je vous le dis tout de suite, le Groenland, vous pouvez déjà considérer que c'est une terre, un pays américain. Nous, on va se faire trucider et cela va accélérer, mais vraiment accélérer notre déclin économique comme on l'a encore jamais vu. Alors pour certains, depuis que Macron est au pouvoir, on n'avait jamais vu ça, ils ont raison, mais je pense que là, ça va être encore pire,
Surtout qu'après le Mercosur qui vient d'être signé, on a appris que nous allons avoir un autre traité de libre-échange avec l'Inde. Je vous laisse imaginer le massacre pour tout le tissu économique qui nous reste. Il ne va plus rester grand-chose. L'Union européenne va finir de nous tuer parce que j'ai bien peur qu'on ne prendra jamais la décision de sortir, que ce soit une décision politique ou que ce soit une décision du peuple français qui aurait, comme par magie en tout cas, qui aurait fait l'effort de se dire là, on n'est plus dans l'histoire, on ne compte plus dans le monde et on veut re-rentrer, on veut à nouveau réécrire une page de l'histoire française. Mais ne soyons pas non plus négatifs et défaitistes, tout est possible, surtout quand on parle de la France, car n'oubliez pas, impossible n'est pas français. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. Tout ça c'est vraiment important et je compte sur vous pour votre aide et n'oubliez pas aussi de m'aider via ma cagnotte Tipeee. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.